Bonjour et bienvenue à Éco-Réno, l'émission qui nous permet de faire le tour des éco-chantiers, des éco-centres du territoire, d'aller trouver des objets qui sont parfois utilitaires, légèrement usagés, parfois des objets qui sont carrément patrimoniaux. On les remodule, on les raboute, on les transforme, on fait un peu de menuiserie dessus. On leur redonne une deuxième vie qui permet parfois d'enjoliver notre environnement et qui permet aussi d'éviter d'envoyer beaucoup de matière au dépotoir. Le premier objet qu'on vous suggère, c'est une bascule pour enfants. Pour ce faire, on va aller chercher un pneu. On va trouver aussi des vieilles planches de récupération épaisses, massives. Avec ça, pour quelques dollars, un peu de temps, on va produire un jouet pour enfants. Aujourd'hui, on est à l'éco-centre de Rivière-du-Loup. On doit trouver deux composantes pour notre projet. Une planche suffisamment large, suffisamment longue, un pneu ni trop gros ni trop petit. Si on trouve ces deux morceaux-là, on est en affaire pour faire notre projet. Donc, on a rapidement trouvé nos deux morceaux principaux, du bois, un pneu. Les pneus, on avait même l'embarras du choix dans la grandeur de pneus. Bien là, ça, c'est en fonction de si on est en train de monter quelque chose pour un enfant d'1 an, 2 ans, 4 ans ou 5 ans. On pourrait choisir un pneu d'une différente dimension. Donc, parmi nos petits trésors, on trouve également des pièces d'exception, comme par exemple cet orgue Hammond, qui est parfaitement fonctionnel. Donc, dans nos éco-centres, c'est important de venir faire un tour régulièrement pour avoir l'opportunité de mettre la main sur des pièces d'exception. Comme cet orgue ici aujourd'hui. Bref, nos éco-centres peuvent être une très belle alternative au marché aux puces ou aux ventes de garage également. Des pièces d'exception comme celle-ci souvent disparaissent rapidement de notre inventaire. Donc, raison de plus de venir nous voir. Donc aujourd'hui, on va travailler la bascule pour jeunes enfants qu'on fait à partir d'un pneu, d'une moitié de pneu. Pour ce faire, on a eu besoin évidemment de bois. On verra dans quelle dimension pendant qu'on fait le montage tout à l'heure. On aura besoin de peinture extérieure, toute surface, parce qu'il y a un mélange de bois puis de caoutchouc qui va devoir être peinturé. On a utilisé pour un point de contact quand on installe le bois dans le pneu. On a utilisé des vis 3/4 de pouce, des petites vis pas très longues, avec des rondelles plates pour que la surface soit un petit peu plus large pour adhérer là, quand on enfonce dans le pneu. On a ajouté à ça quelques vis à bois plus longues, un peu, là, 1 pouce, 1 pouce et demi, foncées. C'était plus intéressant là, esthétiquement une fois que c'était dans le pneu. Un marqueur qu'on a eu besoin pour faire nos pourtours intérieurs. On verra comment on a fait ça encore là tout à l'heure. On peut faire une des étapes avec une scie sauteuse. On va le montrer plus tard, mais on va quand même montrer comment on s'est débrouillé de façon, je pense, plus rapide quand on a accès à un banc de scie. C'était plus intéressant. On verra la différence entre les deux plus tard. Une grande corde, mais qui est large parce que ça va devenir l'espèce de poignée avec laquelle l'enfant va tenir, tirer sur sa bascule pour se balancer. Donc, si quelque chose de trop mince ne serait pas intéressant, l'enfant pourrait carrément à la limite carrément se faire mal parce que le point de contact serait trop petit sur la paume de la main. Donc, une corde assez large.
Évidemment, on a eu besoin d'une sableuse, surtout parce que c'est des enfants qui vont mettre leur petite faufoune là-dessus. On ne veut pas qu'ils se retrouvent avec des échardes, donc la sableuse. Et notre éternel ami du, du projet d'émission, notre perceuse, mais qu'on utilise 90% du temps comme tournevis électrique, qui est essentiel dans nos plans. Ça, il y a un petit bout à raconter là-dessus. On a eu quelques aventures. D'abord, on s'est rendu à un éco-chantier pour trouver un pneu. Ça, il y en a généralement toujours de bonnes et parfois de très grandes quantités en inventaire, peu importe l'éco-chantier sur le territoire. On en a pris un qui est rigide. Ils n'ont pas tous la même rigidité, quelque chose. Donc, on a pris un qu'on sentait que même s'il y avait du poids à long terme là, qui allait se basculer dessus, là, que la forme allait rester solide. Mais il y a un prix à payer pour avoir pris un pneu qui était particulièrement solide. Quand il est arrivé le temps de faire la découpure à mi-pneu, quand on a commencé à travailler ça avec une scie à métal. Scie à métal parce que je savais qu'un pneu contenait des tiges de métal. Je ne savais pas personnellement qu'il en contenait autant. Donc, quand on a commencé à travailler avec la scie à main, ça avançait vraiment pas vite. À vue d'œil, ça nous aurait pris plus d'une heure, peut-être 1h30 par section, par côté. Il faut venir à bout de scier ça à la main. Donc, on a changé nos plans. On a été chercher, ça ressemble beaucoup là, aux scies qu'on utilise pour faire des découpures de haies, mais on a été se procurer une lame de métal. Ce faisant, avec une scie comme ça, avec une lame de métal, ça a été quand même un peu ardu, un petit peu long. Il fallait absolument être deux, mais ça a pris beaucoup, beaucoup moins de temps. Ça a pris peut-être 15 minutes par section pour venir couper le pneu. Il a fallu vraiment un coup de main. J'ai essayé d'en faire un petit bout seul. Il fallait que je mette tellement de tension, que je mette tellement mon poids sur la section qui était en train d'être découpée que le pneu bougeait constamment. Donc, il a fallu que je demande l'aide d'une collègue qui a eu la gentillesse de venir appuyer son poids à l'autre extrémité du pneu pour qu'on puisse travailler. Puis c'est parce que si le pneu se déplace, bien là, conserver une ligne à peu près droite, parce qu'on comprend que si je coupe trop vite et qu'en guillemets, je botche cette étape-là, je me retrouve ici avec une surface qui ne sera pas droite, qui va être en angle, qui va avoir des coupures mal faites. Et ça va me causer un problème ensuite pour aller déposer ce qui devient la base de la bascule, là. Donc, il a été préférable de travailler ça à deux. On le fait à l'extérieur parce que ça sent fort le caoutchouc pendant qu'on coupe, mais vraiment très fort. J'ose à peine m'imaginer comment ça aurait senti fort si on l'avait fait à l'intérieur de l'atelier. Donc, c'était intéressant qu'on prenne le temps de faire ça à l'extérieur. Une fois que c'était fait, par exemple, on était bien content. On a bien ri. Hein? On a fait beaucoup de farce alentour de tout ce qu'on mettait comme énergie pour passer à travers le pneu. Puis quand c'est fait, c'est fait. On a deux moitiés de pneu. On pourrait, entre autres, se permettre, si on a bien coupé à mi-pneu, on pourrait se permettre de faire deux bascules avec un seul pneu. Ça serait un avantage là, après qu'on ait mis tant d'efforts pour faire un trait de scie. Donc, une fois qu'on a eu la petite aventure de couper le métal à l'intérieur du pneu, on doit s'assurer que la future grande planche qui va vraiment servir de bascule, ici, qu'elle va venir s'installer sur le pneu, mais de façon très solide. On devine que on ne peut pas pendant des années aller chercher du frottement comme ça, puis de la mobilité si c'est pas bien ancré. Donc, on va devoir travailler 3 morceaux de bois en tout, 2 petits morceaux qui vont être à l'intérieur du pneu et qui vont aller épouser la forme intérieure du pneu comme ça, qu'on va pouvoir visser comme il faut avec plusieurs vis sur les côtés. Et la grande surface va pouvoir aller se visser là-dedans. Ça va permettre d'avoir une structure qui est stable, de pouvoir laisser les enfants faire de la bascule à long terme là-dessus. Donc, on va aller commencer par travailler ça, ces morceaux-là, voir comment on a produit celui-là en faisant l'autre avec vous. Donc ici, on voit qu'on a déjà fait des pourtours. Donc, pour arriver à ces pourtours-là, on s'est simplement accoté comme il faut avec le pneu. OK? Évidemment, on s'est assuré quand on a fait le dessin qu'on était
à la même hauteur, qui n'avait pas d'angle. Et là, c'est assez simple, c'est d'aller à l'intérieur. Si on y va à l'aveugle, mais d'aller à l'intérieur, s'assurer qu'on fait le pourtour avec le marqueur, mais qu'on est bien à côté sur les parois pour, quand on a terminé ça, obtenir une forme qui est, bon, qui est jamais parfaite, là, parce qu'on a beau s'accoter, mais ça nous donne quelque chose d'assez précis que, voyez-vous, à mon avis, ici, je manque d'angle ici, là, mais c'est pas grave. Je vais compenser un peu pour arriver à faire ce qu'on a fait ici, ce morceau-là. On va faire un test. On va faire un petit bout de notre découpe. On va le commencer avec une scie sauteuse, mais on va la terminer, on va vraiment la faire avec le banc de scie parce que c'était pas mal plus rapide avec si vous avez accès à un banc de scie. Donc, on a fait ça très concentré, évidemment, pour pas se faire mal sur un bout de doigt, ça va assez vite sur une lame comme celle-là. Esthétiquement, c'est brut un peu, mais il faut se souvenir, ça s'en vient à l'intérieur du pneu. Hein? Pneu qui va, donc, objet qui va en plus avoir tout ça ici, cette large planche-là, par-dessus. Donc, il n'y a pas vraiment de souci esthétique avec ce morceau-là. Il ne sera pas visible, il sera absolument invisible. Donc, dès qu'on a une forme qui est adéquate, là, que quand on l'installe dans le pneu, on voit bien que la silhouette peut venir s'accrocher après, bien, on a quelque chose de fonctionnel. On va maintenant faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 7 ou 8 vis autour. On ne peut pas le faire comme ça. Il faut prendre le temps, si on veut que ça soit fonctionnel, on vient le mettre à plat comme ça. Donc, il a un pneu à l'intérieur, ça n'a pas toujours la même épaisseur, ça varie vraiment là, de quasiment un demi-pouce, dépendamment de l'endroit. Donc, sur le côté, c'est plus mince, sur les côtés ici. Donc, on y va avec une vis de chaque côté, qui est une petite vis comme ça de 3/4 de pouce, mais on lui met un anneau plate là, pour qu'il y ait plus de surface. Donc, on a nos deux morceaux qui sont à peu près, on le sent à la main, là, la surface est à peu près plane par rapport au pneu. C'est pas parfait, mais on est proche. Donc, on va faire un test. On va déposer. Là, on en a trouvé. On n'a pas eu besoin d'acheter neuf. Le bois, il y a souvent des retailles de bois dans les éco-chantiers, comme à Saint-Pascal. Il y a souvent plusieurs retailles de bois comme ça qui sont toutes pêle-mêle. Donc, en fouillant, on en a trouvé une qui nous donnait la chance d'être plus large que le pneu. C'est essentiel. Quand on a fait des tests avec des 4 par 6 réguliers, ça ne fonctionnait pas. Le pneu dépassait un peu. Imaginez-vous l'enfant qui se bascule, sa cuisse vient gratter ici. Là, ça serait vraiment très désagréable. Donc, il faut absolument trouver quelque chose qui est au moins un demi-pouce plus large de chaque côté du pneu. C'est une bascule, donc il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui, quand on venait l'installer, qui tient comme ça, hein, que quand l'enfant débarque de son jouet, que ça n'écrase pas. Là, moi, l'impression que j'ai avec la planche qu'on a là, c'est que c'est un peu trop long. Moi, je dirais que il faut que ça dépasse pour, entre autres, être capable de faire les 2 trous qui vont nous permettre de mettre une corde de 2-3 pieds à laquelle l'enfant va pouvoir s'agripper. C'est un peu long. Moi, j'irais, grosso modo, à peu près comme ça, à peu près l'équivalent vers l'arrière. Donc, grosso modo, on a
un peu plus qu'une main. Un peu plus qu'une main. Donc, on va se faire un trait de scie ici. On va aller se faire un trait de scie ici pour avoir une surface qui est longue, clairement plus longue que le pneu, mais qui dépasse quand même pas de plus de 2 pieds de chaque côté. Donc, c'est vraiment le morceau peut-être le plus important de la bascule. Il faut qu'il soit, bien fait, il faut qu'il soit bien sablé si on veut que ça soit agréable pour l'enfant d'être assis là-dessus le temps qu'il désire pour jouer. On va aller faire le trait de scie, puis ensuite on va prendre le temps qu'il faut pour sabler l'ensemble de la planche. Là. On voit ici, il y a des échardes potentielles. Là. On va aller sabler ça comme il faut, en plus de la peinture par la suite, pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger pour les petites cuisses des petits-enfants. Donc, on a pris le temps de sabler comme il faut. Alors, on a sablé en fin de compte avec une autre sableuse que celle qu'on a montrée au début de l'extrait parce que l'autre avait un problème technique. Donc, ça arrive. On avait un plan B, donc on a pu sabler quand même. On s'assure avec la paume de la main qu'on n'est vraiment pas devant aucun scénario d'écharde potentielle, toujours avec l'idée que c'est des jeunes enfants qui vont jouer avec ça. On ne veut pas qu'ils se ramassent avec une écharde dans la peau. Les parents qui m'écoutent à la maison savent que ça peut devenir très, très dramatique. C'est une chose comme ça arrive. On va le déposer à l'œil à peu près égal, mais on va surtout se fier à comment le pneu réagit. Hein, si je suis complètement débalancé, c'est pas intéressant. Donc, on va y aller à l'œil, mais on va surtout regarder si le pneu reste balancé au centre. On va aller chercher des vis à bois un peu plus longues. Celle-là. Donc, on va y aller avec des 2 pouces. Je vais y aller avec 3 vis. 3 vis par côté. Donc, on va s'assurer qu'on est dans la bonne zone, qu'on va être bois dans bois. Donc, on voit que la vis est assez longue pour traverser plus qu'un pouce, pas 1,5 pouce peut-être, de la planche principale, qui va mordre quand même assez profondément dans l'autre morceau de bois qui est intérieur. Là, c'est un petit défi, mais j'ai été tenté d'appeler Anne-Christine pour tenir l'autre côté, parce que évidemment, on pèse pour que le vis soit bien solide, mais c'est sur une bascule. Donc, par sa nature, elle veut basculer. Donc, on a sablé les surfaces de vis. Encore là, vérifiez bien avec la main qu'on n'a pas de sensation d'écharde. Une fois installé, on avait vérifié au début, mais bon, une fois vissé, il y a un petit penchant par là. Donc, on va aller parce qu'un enfant, quand il va venir s'accrocher, il va évidemment, instinctivement, il va se lancer par en arrière pour faire de la bascule. Donc, on va aller mettre ce qui va devenir sa poignée du côté qui est légèrement penché plus bas. Comme ça, quand il va s'asseoir, il va pouvoir se balancer vers l'arrière en ayant un rayon plus large un peu pour se balancer. Donc, on va aller se trouver une mèche qui est suffisamment large pour venir passer cette grosse corde-là à travers à 2 endroits ici. Je vous reviens. Donc, c'est sûr, si on a des très jeunes enfants, il ne faut pas le mettre très haut, là. C'est toujours un peu difficile, c'est dur de se rappeler nos rapports de proportion quand on avait 2-3 ans. Hein. Je me souviens, quand je visite les magasins de bonbons que je trouve extraordinaires quand j'avais 4 ans, quand j'y retourne, je les trouve minuscules. Dans ma tête, c'était un centre d'achat complet. Ça fait que, à mon avis, on s'en tirait comme ça. Ce qu'on va faire, on va venir l'attacher, puis avec j'ai des petits voisins qui ont 2-3 ans, ils vont l'essayer.
je pourrais toujours aller redonner un petit peu de lousse. Le contraire n'est pas possible. Évidemment, si on a pris une corde très courte puis qu'on veut en redonner, on ne pourra pas. Fait qu'on va l'attacher à peu près comme ça. À mon avis, assis là, l'enfant étire le bras puis il s'en va par en arrière. À mon avis, à peu près cette hauteur-là, il devrait avoir une bonne grippe et avoir un certain plaisir à faire ça. Fait que pour l'instant, on va aller l'attacher comme ça. Oups, pas trop tirer, hein? Parce qu'on va perdre notre lousse. Alors, ce que je vais faire, je vais l'attacher comme ça. Je vais faire des tests avec... je vais te faire des tests avec mon petit voisin, qui va être le plus heureux propriétaire de la bascule. Puis si je dois lui en redonner, je vais avoir de l'espace pour en redonner. Puis seulement quand c'est terminé, je peux décider soit d'aller taper, soit de prendre, vous savez, les espèces de joints qu'on peut aller serrer, là, comme on fait avec les balançoires, pour aller en installer une ici et être sûr qu'elle soit bien stable. Donc on sait que la corde peut passer, on sait qu'on va pouvoir faire des tests, on va pouvoir venir solidifier ça comme il faut par la suite. Bien solide, évidemment, pas que l'enfant se donne un swing par en arrière puis que son point d'ancrage lâche puis il se retrouve sur le dos. Ça ne sera pas plus intéressant qu'une écharde dans un cas comme ça. Donc pour l'instant, on va enlever la corde, on va aller sabler les pourtours des trous, toujours pour le même principe, qu'il n'y ait pas d'écharde potentielle. Et l'objet va être prêt pour qu'on puisse l'arroser littéralement de peinture rouge vif pour lui donner de la couleur. Bonjour, je m'appelle Nathalie Guillaumard, je suis la responsable des créations de Nathalie et compagnie à Saint-Pascal. Donc moi je fais des créations à base de tissus, cuirettes, même du bois revalorisé. Je fais tout ce qui est sac, toutou, doudou, objets décoratifs. Donc tout ce que je récupère, ça vient de friperies, de dons. Les gens me donnent beaucoup de boîtes de tissus, de palettes qui proviennent des agriculteurs de Saint-Pascal, ils nous amènent ça. Et je suis membre aussi de la Symbiose industrielle, donc je récupère tout ce qui est cuirette et tissus d'ameublement. Ça provient de chez Gibaud. J'ai du beau tissu de qualité que je peux revaloriser. Donc moi, dès mon plus jeune âge, en école d'art plastique, on a commencé à travailler avec de la revalorisation. Donc j'ai connu mon mari à l'école d'art plastique. Et c'est ça, c'est que depuis l'âge de 20 ans, en fait, on s'amuse à détourner les objets et récupérer des vieilles choses et leur trouver une nouvelle utilité. Un peu comme le dadaïsme. Mais c'est ça. Et en arrivant ici au Québec, on a eu un accès quand même plus grand aux matières premières. Et puis je me suis mise à la couture, j'ai essayé d'autres techniques et c'est ça, là, ça nous a ouvert de nouvelles portes. Les idées fusionnent là tout le temps. Donc souvent, nous, on s'adapte à ce qu'on reçoit et on va voir ce qu'on va faire. C'est pour ça que je ne fais pas que des sacs ou que des poupées. On fait un petit peu de tout, là, on fait même des décapsuleurs avec les planches de bois. Donc on offre quand même une grande gamme là, de produits, mais qu'à base de matières recyclées. En fait, mes premiers projets, je les réalisais avec des petites robes de filles parce qu'on a des jolis petits imprimés avec ça. J'ai eu une fille, donc j'avais des jolies petites robes à fleurs, Liberty, super mignons, et je cherchais une manière de les recycler et de faire un souvenir en même temps, comme quoi c'était à elle. Donc j'ai commencé par tout ce qui est toutou en fait, pour les enfants. Donc c'est ça. Puis après, je voulais des morceaux quand même plus grands que des toutes petites robes, donc je me suis mise à chercher des tissus en friperie. On m'a donné des tissus, puis après Alexandre est arrivé avec la Symbiose industrielle et puis m'a présenté d'autres gammes de tissus cuirettes que j'avais jamais travaillé avant.
Et je me suis mise à faire des sacs là. Donc maintenant c'est un beau mélange de sacs avec des tissus d'ameublement, mais aussi avec les jolis petits imprimés que je garde toujours de côté. Et je continue tout ce qui est poupées, toutous, voilà, pour les enfants. Moi, ce que j'aime dans la récupération, en fait, c'est je vais faire vraiment que des objets uniques parce que je vais avoir que des petites retailles de tissu. Il n'y aura pas 36 poupées pareilles ou 36 sacs. Ce sera un exemplaire unique. Et ça, c'est ce qui plaît aussi aux gens, même pouvoir amener leur petit morceau de tissu qui a une histoire. Ils savent d'où ça vient, c'était à la grand-mère ou c'était... Donc ça me plaît là de vraiment faire tourner là, ce morceau de tissu. Il y a une histoire à chaque fois derrière quand même. Donc ça plaît bien. Et puis bon, il y a l'aspect écologique aussi. Faut voir le nombre de vêtements qui sont jetés chaque année par les gens. Là, quand on fait un tour en friperie, ça désemplit jamais. Là, il y en a toujours beaucoup. Donc c'est ça, là, même les entreprises, je trouve ça bien que les entreprises justement fassent partie de cette économie circulaire, là, de pouvoir revaloriser au lieu de jeter tout simplement. Parce qu'on peut en faire des choses avec les petites retailles. Nous sommes rendus au moment de l'émission où on vous présente l'objet une fois qu'on le dépose, qu'on le livre dans son environnement. Les pneus, il y en a énormément dans les éco-centres, au fond, il y en a tout le temps. Quand vous avez une idée pour récupérer un pneu, pour justement lui donner cette deuxième vie, c'est une bonne chose. Il y a bien sûr des initiatives qui sont prises par l'industrie, entre autres des sous-tapis qui sont faits, mais il y en a toujours beaucoup trop, donc vous passez, en chercher un, au besoin, ça va nous faire plaisir. Pour notre bascule d'enfant, on a amené ça chez des amis à moi qui sont parents du petit Milan, il y a 2 ans. Il y a beaucoup de plaisir avec l'objet, mais en pratiquant avec lui, on a observé que c'est plus un objet, même en ayant pris un des plus petits gabarits de pneus qu'on a pu trouver, c'est pas un objet qui est facile à manipuler pour un enfant de 2 ans, peut-être plus un objet qui irait pour un enfant de 4-5 ans. Cependant, les enfants étant très créatifs, Milan a un plaisir fou, il fait toutes sortes de choses avec autre qu'une bascule, il vire à l'envers pour en faire une entrée de tunnel avec ses gros camions. Donc, c'est pas une perte. Il va sûrement avoir du plaisir pendant encore 1 an ou 2 avant d'avoir les jambes assez longues pour pouvoir s'installer puis se basculer avec plaisir sur l'objet. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on se retrouve avec plaisir pour transformer un autre objet.